Salut les petits poulets, dans cette vidéo je vais vous parler d'une console légendaire, j'ai nommé la terrible GX 4000. Générique. Wouhou. Intro de merde. La GX 4000 est surtout connue pour être la console de la loose. Et ouais, imaginez le pauvre Julien ou le pauvre Nicolas à Noël 90, alors qu'il a demandé la dernière console hyper méga trop cool qui venait de sortir. Tous les copains en parlent à l'école. C'est la Mega Drive, bien sûr. Il découvre ça en déchirant le papier cadeau. Dur, hein? Le vendeur, il a pas menti, hein? C'était bien une des dernières sorties, hein, en même temps que la Mega Drive. Mais bon, Nicolas, lui, c'était la Sega qu'il voulait. Mais bon. Puisqu'elle est là, bah, on va l'essayer, la machine, hein. Allez, on essaye Burning Rubber, le jeu vendu avec la console. Vous n'entendez pas les bruits parasites, là? Mais c'est hyper agaçant, ce bruit, c'est quoi? Le jeu est pas trop violent en soi, mais les bruitages, ils sont juste horribles. Allez, on passe à un autre jeu. On va essayer Batman. Le jeu propose même de jouer au clavier. Il est identique à la version CPC. Pauvre Nicolas, en voyant la cartouche, il se disait... Trop cool. J'espère que c'est le même que mon copain Jérôme il a sur sa NES. Eh non, désolé Nicolas. Eh, c'est quand même un best-seller chez Amstrad. Bon, en même temps, il a été rendu en bundle avec les ordinateurs CPC. Non mais matez-moi la débarche de Batman. Allez, on a assez souffert. Je passe à un autre jeu. On va essayer Barbarian 2. Là encore, un portage direct du CPC. Moi je me fais tataner. C'est quel bouton pour taper? Eh mais pourquoi je me retourne? C'est quoi ces commandes de merde? Ouais, j'ai réussi à mettre un coup! Alors Nicolas, elle te plaît ta nouvelle console? Ça faisait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo sur la GX 4000. Ce qui m'a motivé, c'est que récemment, j'ai enfin reçu, après quelques petits problèmes avec la poste, cette petite cartouche qui est le Pico GX, qui est un linker pour la GX 4000. Je vais revenir plus tard sur Linker et sur d'autres linkers, sur les linkers qui sont disponibles et les façons de pouvoir lancer des jeux sur la console. La GX 4000, c'est une console qui manque un peu d'amour. Alors je vais partir sur le principe de la bienveillance. Cette vidéo sera basée sur la bienveillance envers l'incroyable GX 4000. Du coup, on va surtout se porter sur les points positifs de la console. Déjà, en premier lieu, la qualité de fabrication. Déjà, elle est jolie. Le plastique est joli. Et le fait intéressant, c'est que cette machine, elle est fabriquée au Japon. Ouais,
C'est un truc de fou. Alors même que même des constructeurs comme Sega ne fabriquaient même pas leurs machines au Japon. Un constructeur britannique, qui plus est, qui fabrique du matériel low cost, enfin low cost, entrée de gamme, pour le peuple, a été fabriqué une console au Japon. C'est quand même assez fou. Mais ça ressent sur la qualité de fabrication. Bon, pour ce qui est de la manette, on voit qu'on est quand même très proche d'une manette PC Engine. Mais par contre, au niveau du format, on serait plus... la prise en main, on serait plus sur de la manette Famicom. En tout cas, on voit l'inspiration japonaise, en tout cas. Normal, vu que le but était d'Amstrad, en sortant cette console, était d'aller concurrencer les consoles japonaises. On peut commencer par faire le tour de la machine, parce que c'est comme une machine qui est assez peu courante. Et elle a la particularité d'avoir beaucoup de connectiques. Donc, déjà, on va partir de gauche. Une prise jack pour l'audio. Ça, c'est la base. Port manette 1. La particularité des manettes GX4000, c'est qu'elles sont compatibles avec du MSX et MSX2. D'ailleurs, quand j'ai eu mon MSX2, j'ai utilisé une manette de GX4000 en attendant de recevoir des manettes dédiées à MSX2. Et ça marchait très bien. Le deuxième port qui est au milieu, c'est un port analogique qui est très proche des GamePort PC. D'ailleurs, je vais faire 2-3 petits essais avec... Il y a un jeu qui est compatible, qui prend en charge ce port manette. C'est le jeu de tennis, Pro Tennis, je ne sais plus le nom, Pro Tennis Tour, comme ça. Voilà, manette numéro 2, évidemment. Là, vous avez un connecteur style prise téléphone, enfin RJ45, j'ai l'oublié, RJ12 je crois. C'est pour le pistolet optique. Un accessoire qui est hyper rare chez nous, qui a été un peu plus commercialisé en Grande-Bretagne, mais qui malgré tout est impossible à trouver. Et il y a quelques jeux de la console qui le prennent en charge, mais sauf que le pistolet est introuvable. Moi j'ai un pistolet de ZX Spectrum 2+, donc qui est fabriqué par Amstrad, dont la connectique serait assez proche, mais je me demande si le fonctionnement est identique. Il faudrait que je fasse une recherche. En trouvant les schémas électriques, il serait peut-être possible de faire une sorte d'adaptateur avec un bout de câble. Là, on passe à la face arrière. Toujours en partant de la gauche. Premier connecteur qui est bouché. C'est volontaire. Je pense en usine, pour éviter les confusions. C'est un connecteur qui prend du 5 volts. Sauf que le transfo d'origine de la console, il est en 11 volts. Donc pour éviter les confusions et de brûler la console, en fait il a été bouché. En fait ce connecteur d'alimentation, il sert quand vous branchez la console à un moniteur Amstrad qui lui délivre la tension d'alimentation de 5 volts pour alimenter la console. Et ainsi que la sortie vidéo qui est ce DIN 9. Voilà, alors, du coup on revient un petit peu en arrière. Ça du coup c'est la prise dont on sert avec le transfo d'origine, avec le bloc d'alimentation d'origine. Voilà, ne jamais... apparemment il y a eu des cas de gens qui grillent à la console, donc je sais pas. Moi je l'ai eu avec le capuchon pour empêcher de brancher dans le mauvais connecteur. Là, la prise Péritel classique. La particularité de la prise Péritel, c'est que dès que vous mettez la console, sans la mettre sous tension, mais dès que vous branchez la console au secteur, et que vous avez votre Péritel branché sur une télé, allumée, elle va vous basculer automatiquement sur le canal AV RGB. Sans allumer la console, c'est assez bizarre comme montage. Ici, c'est vide parce qu'on est sur une version pâle française. La version britannique a une sortie RF antenne, et ici c'est pour choisir le canal. Celle-ci elle n'est pas montée avec, par contre ils ont laissé la coque, les trous dans la coque sont bouchés, bon c'est un choix, mais voilà pour le tour de cette machine. Voilà, il y a 2-3 petits coups de crayon, je me servais d'un crayon pour écarter, je vous expliquerai pourquoi. Voilà, bouton d'allumage, bouton pause sur la machine, comme une Master System. Voilà pour le tour du propriétaire. C'est à ce moment qu'on revient sur le moyen de lancer les jeux sur la console autrement qu'à travers les cartouches officielles. Quand j'ai eu la console, j'ai trouvé une cartouche sur un site qui n'existe plus aujourd'hui,
qui s'appelle Retro Electronics, qui c'était une 32 in 1, c'est-à-dire qu'elle comportait toute la ludothèque de la machine, plus 2-3 homebrew. La sélection des jeux se faisait par Deep Switch. Et cette petite boutique fabriquait aussi ce qu'ils appelaient le homebrew player. C'était une cartouche, enfin une simple PCB, sur laquelle il était possible de monter une EPROM, qu'on avait au préalable flashée avec une ROM, enfin au point un bin. Et ça permettait de lancer, soit de se faire des cartouches de jeux commerciaux ou les homebrew. Cette cartouche 32 in 1, ça m'a permis de découvrir la ludothèque de la machine et de découvrir qu'il y a quelques bons jeux quand même. Et celui qui revient souvent en tête, qui est souvent considéré comme le meilleur jeu commercial de la console, évidemment, c'est Pang. C'est un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps sur la machine, c'est vrai. Un autre que j'ai bien aimé, auquel j'ai pas mal joué aussi, c'est Switchblade. C'est un petit jeu assez sympathique, même s'il est dépouillé au niveau... Il a des couleurs, une palette de couleurs très limitée. Et ça lui donne un petit côté ZX Spectrum, mais il n'est pas dénué de charme. Et la bande son est vraiment cool. On voit que c'est très typé micro. Quant au Homebrew Player, je l'ai eu avec une EPROM flashée du portage de Ghouls and Ghosts, non, de Ghost and Goblin, qui était une version un peu bêta, pas la définitive on va dire, donc avec un scrolling assez saccadé. Mais bon, c'est cool, en fait le vendeur de Retro Electronics avait un petit peu zappé ma commande, donc je l'avais appelé, et pour se faire pardonner, il m'avait envoyé ça en plus de la cartouche 32 in 1, ce qui a été un beau dédommagement. Mais évidemment, ça limitait un peu les possibilités, surtout qu'à l'époque, j'avais pas du tout de programmateur d'EPROM pour me faire des EPROM, pour me graver des jeux autre homebrew, pour lancer sur la machine. Donc j'ai cherché un autre moyen, je sais qu'il existait une cartouche qui s'appelle C4 CPC, qui permettait de lancer les homebrew et autres portages sur la console. Mais malheureusement, elle n'était plus fabriquée. On pouvait trouver juste une adresse mail à laquelle envoyer un message au vendeur. J'ai jamais eu de réponse et en fait, bon, le bonhomme ne fabriquait plus les cartouches, quoi. Du coup, je me suis rabattu vers une solution qui, bizarrement, vient des États-Unis d'Amérique, qui est la cartouche Backbeat. La cartouche Backbeat, qu'est-ce que c'est ? C'est la Backbeat Pro, pour être exact. Et c'est une cartouche qui fonctionne sur beaucoup de machines 8 bits. Beaucoup de micro 8 bits, dont beaucoup de trucs inconnus chez nous. Mais malgré tout, ça fonctionne sur une bonne trentaine de machines différentes, par intermédiaire de petits adaptateurs qui permet d'adapter à la machine. Là, en l'occurrence, c'est celui de la GX. Bon, ou CPC+, mais c'est la même chose. Là, ça va dessus. Cette cartouche, elle coûte assez cher quand même. J'ai dû la payer $129, ça doit être le prix qu'elle coûte toujours aujourd'hui. Si on compte en plus les 2-3 adaptateurs que j'ai pris en prime pour la faire tourner sur d'autres machines, plus les frais d'importation, enfin les taxes douanières et tout, bon, ça fait un petit billet. Mais il n'empêche que cette machine, cette cartouche, elle fait tourner des jeux sur beaucoup de machines. En l'occurrence, moi j'avais aussi pris l'adaptateur pour le MSX à l'époque, MSX, MSX2. Quoi d'autre ? Les Atari 8 bits, Atari 7800, la Super Cassette Vision, la ColecoVision aussi. Bref, ça serait peut-être sympathique que je fasse une petite vidéo sur cette cartouche, parce qu'elle est vraiment cool. Par contre, l'inconvénient qu'il y a avec la GX4000 en fait, c'est qu'elle émule pas la puce acide, qui est une puce de protection. Et étant donné qu'elle contient pas une émulation de la puce acide, il y a un contournement physique qui est à faire, c'est-à-dire qu'il faut brancher ce petit clamp. Il faut ouvrir la console, brancher ce petit clamp sur une résistance qui est un peu derrière le connecteur cartouche, et en fait on branche derrière, à ce niveau-là derrière l'adaptateur sur la fiche. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un peu un truc pas terrible, quoi. On est obligé il y a toujours le fil qui dépasse, enfin c'est pas le pied. Et ça explique aussi les coups de crayon sur les volets là, pour pouvoir emmancher la cartouche et pour pouvoir aussi allumer la console, parce qu'en fait quand le volet est pas à fond, ça bloque
ça verrouille l'action du bouton. On est obligé de le pousser à fond. Donc ça explique les petits coups de crayon de papier là dont je parlais tout à l'heure. Voilà pour la Backbeat. Mais quand j'ai appris l'existence du Pico GX qui allait sortir, et au vu du prix auquel il allait être vendu, je me suis laissé tenter, parce que c'est là par contre au niveau prix, au niveau tarif, c'est une cartouche qui coûte 35 € hors frais de port et sans la SD. Après on peut la trouver aussi avec une SD toute faite, mais apparemment de ce que j'ai lu, ils fournissent aucun fichier ROM, bon, aucun truc sous copyright. Peut-être quelques embrouilles éventuellement, mais en tout cas, bon, je voyais pas l'intérêt, surtout que ça apportait, ça augmentait le prix d'une quinzaine d'euros, je crois que ça apportait à 49 € le prix de la cartouche, avec une SD. Donc bon, je l'ai pris sans. C'est un Français qui l'a fabriqué. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui s'appelle Rodrigue Studio. C'est lui qui l'a créé, c'est un fan d'Amstrad et de micro en général, j'ai l'impression. Et voilà, bah, il reste plus qu'à aborder un peu le thème des jeux, puisque c'est le but d'une console de jeu. Généralement, c'est les jeux qui font qu'une console elle marche ou qu'elle marche pas. Bon bah, on sait pourquoi la console elle a pas trop marché, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une communauté assez active au niveau de cette machine. Des gens qui depuis des années portent des jeux CPC, créent des homebrew. Il y a des trucs assez sympathiques, quoi. J'ai parlé tout à l'heure du jeu de tennis qui était compatible avec la manette analogique. Alors j'ai une manette analogique c'est une manette de PC, quoi, type IBM, avec un port DV15 qui est compatible si on s'en réfère au brochage. Enfin, en vérifiant les brochages, j'ai constaté que je prenais pas de risque à brancher cette manette sur la GX4000. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on essaie de jouer avec. Donc, je lance. On voit déjà que ça répond. J'arrive à lancer déjà le jeu depuis la cartouche flash. Maintenant, il faut aller dans les options. Options. Porte. Player 2, porte. Je passe analogue. On ressort. Je lance une partie à 2 joueurs, vu que seul le deuxième joueur peut prendre en charge une manette analogique. Voilà, je lance. Tac, single, peu importe. C'est parti. Donc là, on voit que la manette répond normalement. Avec le deuxième bouton, je peux mettre la pause, que ce soit sur la manette 1 ou 2. Et là, je tire. Et en fait, le joueur part direct en fond de terrain, en bas à droite. Voilà, et il part tout de suite. J'ai aucune action possible. Je peux rien faire. Le joueur part tout de suite en fond de terrain. Donc voilà. Bah, ça prouve que déjà le brochage est le même. Mais je pense que les potentiomètres qui sont dans la manette ne sont pas dans la plage de résistance attendue par la machine, quoi. Donc concrètement ça fonctionne pas. Est-ce qu'ils pensaient fabriquer une manette dédiée GX4000 ? Possible. Après le hardware, on passe à la partie software. Généralement, ce que j'aime bien faire quand je fais l'acquisition d'un nouveau système, c'est de voir ce qui se fait sur la machine en matière de shoot'em up. Et il en existe deux dans le line-up officiel de la GX4000. Le premier, c'est Copter 271. Un jeu qui est un peu triste quand même, quand on le voit tourner. C'est un hélicoptère qui balance des espèces de petits pépins de pommes, là. Les ennemis, c'est pareil. Enfin, on s'emmerde quand même. Et le pire de tout ça, c'est comme c'est un jeu qui est relativement mauvais, et qui, du coup, s'est mal vendu, sur une console qui elle-même s'est mal vendue, je vous laisse imaginer le prix que les collectionneurs doivent débourser pour pouvoir l'intégrer dans leur collection. Le deuxième, c'est Mystical, une sorte de shoot pédestre où on incarne un magicien. Alors, c'est pas le pire jeu GX, mais l'esthétique BD franco-belge, je suis pas particulièrement client. C'est sûr qu'on est loin d'Elemental Master ou Undead Line sur Mega Drive. Après, si on se tourne vers les portages CPC, là on peut commencer à trouver les 2-3 petites choses sympathiques. À commencer par Cybernoid 1 et 2. Les versions CPC sont des bonnes versions avec une palette de couleurs bien flashy si on la compare à la version C64. Ce sont des jeux qui offrent un bon challenge, enfin, même on peut dire que la difficulté est quand même plutôt hardcore. Ouais, là c'est du pur Diagonal Train.
petite découverte, un jeu que je connaissais pas, HATE, ou 8, je sais pas comment on le prononce, comme c'est des initiales, moi je prononce HATE. La bande son est sympa, j'aime bien son esthétique avec sa palette de couleurs assez limitée là. On est sur un shoot en vue isométrique, un peu à la Zaxxon ou au Viewpoint, mais un peu moins difficile quand même. Et j'ai découvert aussi qu'il existait une version CPC de UN Squadron. Étant un fan de la première heure de la version Super Nintendo, j'étais assez amusé de voir qu'ils ont retranscrit toutes les petites scénettes, la boutique, le briefing. C'était marrant. Et franchement, le jeu est quand même pas si pire. Enfin, on a vu piratage sur CPC quoi, quand on regarde R-Type ou Nemesis avec un scrolling complètement à la ramasse. Celui-là, il s'en sort pas si mal quoi. Maintenant, on va aller lorgner du côté du homebrew GX4000. On va commencer par Goldorak, un jeu, je pense, qui a été pas mal attendu par les fans de la GX. Un homebrew, pour ma part, que je considère plus comme une belle démo technique, avec des beaux graphismes, des belles images plein écran, de la digit vocale et tout, une bonne fluidité. Mais je trouve qu'il n'est pas particulièrement fun à jouer. Les niveaux sont quand même longs, il n'y a pas de système de power-up pendant les niveaux, c'est un système de boutique entre chaque niveau, qui avec des points cumulés et les prix en fait, c'est difficile de faire évoluer son tir, j'ai l'impression du coup ça casse un peu le fun. Homebrew suivant, Hyperdrive, un petit shoot'em up qui au premier abord pour être sympathique, t'as un petit côté Star Soldier, une smart bomb et tout, mais il est un peu gâché par une cadence de tir vraiment faiblarde quoi, qui... Ouais, c'est limite, tu peux faire un tir toutes les 2 secondes, bah, c'est dommage, je sais pas si c'est une version bêta ou c'est la version B définitive, mais ça gâche un peu le plaisir quoi. Homebrew suivant, Epimetheus. Il aurait été développé en 48 heures lors d'un concours de programmation sur CPC. C'est un jeu qui peut sembler très basique au premier abord, mais qui est hyper addictif en fait. En plus, il est hyper fluide, il n'y a pas de temps mort, enfin, ça part dans tous les sens quoi. C'est un jeu qui me rappelle un autre shoot auquel j'ai beaucoup joué sur Switch, qui s'appelle Void Gore. Enfin, toute proportion gardée évidemment, enfin, je parle au niveau de la côté flashy de la palette de couleurs, côté dépouillé. Évidemment, là, on n'est pas dans le même ordre d'idée techniquement. Mais ouais, la forme du vaisseau, le côté addictif et phonétique de l'action. Et pour finir par le meilleur, Alcon 2020. Alors Alcon, en fait, c'est le nom sous lequel est sorti en Occident le jeu Slap Fight de Toaplan. Et 2020, en fait, c'est parce que c'est un brew qui date de 2020. Il existe déjà une version, un portage CPC de Slap Fight, mais qui est de l'époque de la sortie du jeu en arcade. Donc qui n'a rien à voir avec celle-là. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur un truc hyper bien léché, quoi. Hyper fluide. Alors, en fait, c'est un jeu CPC, mais qui est sorti sur GX à cause de son format cartouche. Alors, le jeu ne tient que sur une cartouche. C'est le ROM qui doit faire 512K, je crois. Du coup, tu joues à ça avec un petit stick arcade MSX qui est du coup compatible GX. Et la pub d'il y a 30 ans qui te promettait l'arcade à la maison, bah c'est enfin vrai. Et pour finir, on peut pas faire une vidéo sur la GX 4000 sans parler du homebrew qui a hypé la console. Techniquement, c'est fort ce qui a été fait. Jeu en plein écran, hyper fluide, niveau bonus en fausse 3D. Bah, voilà, c'est des trucs qui n'ont jamais été vus sur GX, quoi. Mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est que c'est pas vraiment un Sonic dans le sens où la physique de Sonic... c'est pas celle qu'on connaît quoi. Il peut changer de direction, il n'y a aucune inertie dans le saut, il peut changer de direction
comme ça dans la foulée, il n'y a pas de spin dash. Donc, finalement, en fait, ce jeu, ça reflète un peu la malédiction qu'il y a sur cette machine, c'est-à-dire une console qui peut avoir de très bons jeux, mais qui sont souvent des portages, et généralement pas la meilleure façon de jouer au jeu. Mais bon, c'est beau de voir la passion que certaines personnes vouent à cette machine, et l'amour qu'ils lui donnent, et rien que pour ça, ça donne envie de l'aimer, cette console. En tout cas, elle est attendrissante. Le côté loser, tout ça, ça plaît toujours. Il existe même un fanzine français sur la GX, et apparemment le numéro 4 devrait sortir sous peu, dans les mois qui viennent. C'est dire si la communauté autour de cette machine est passionnée et active quand même. On peut finir cette vidéo en parlant du prix de la machine. C'est comme une machine qui connaît une bonne hype. Moi, c'est une machine que j'ai achetée il y a quelques années, une 60aine d'euros en boîte. Aujourd'hui, en boîte, je crois qu'il faut compter 200 € de plus, quoi. Ça doit être dans les 250 euros. 150 € pour une version en loose. Donc bon, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ça, ça justifie l'achat de la machine? En tout cas, si vous avez déjà la machine, ça c'est sûr qu'il ne faut pas vous priver du Pico GX. Cette cartouche est un excellent investissement. Ne serait-ce que pour pouvoir profiter des jeux CPC avec le confort d'une console, quoi. On allume, on choisit son jeu, on sélectionne avec la manette et let's go, quoi. Mais la console, ouais, elle est plus très accessible aujourd'hui. Alors on n'est pas au niveau d'une Atari Jaguar, hein, c'est sûr, mais bon, plus de 250 €, faut vouloir les mettre dans une GX 4000, quoi. C'est là-dessus que je conclurai ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bisous!